Bonjour et bienvenue sur alphahome.com. Nous sommes dans le chapitre déploiement de serveurs. Dans ce chapitre, nous allons voir deux vidéos. La première qui va concerner un serveur de type PXE et la seconde, ce qu'on appelle le Kickstart, qui va nous permettre d'installer de façon automatique via ce qu'on appelle un fichier de réponse, en l'occurrence le Kickstart, des stations de travail ou des serveurs. Donc dans ce chapitre, déploiement de serveurs, ça veut dire tout simplement qu'on va voir ensemble comment déployer des serveurs et ce de façon automatique. Et dans cette première vidéo, on va voir la mise en place de ce qu'on appelle des serveurs de type PXE. Et on va voir ensemble une petite introduction au serveur de type PXE, donc comprendre un peu ce que c'est le PXE et un peu comment ça fonctionne. Et après, on va mettre en place la configuration de notre serveur de déploiement. Alors pour ce faire, on va avoir besoin d'un certain nombre de produits, comme des serveurs DHCP par exemple, des serveurs TFTP, donc on va utiliser des produits comme DNSMask. On va donc configurer, on va utiliser des produits comme SysLinux qui vont nous permettre de charger un amorçage pour nos systèmes. On va utiliser le produit PXE Linux. On va également configurer ce qu'on appelle un miroir FTP, c'est-à-dire tout simplement l'installation sur un serveur FTP. Donc on va devoir configurer notre miroir. On va bien sûr activer tous nos services. Donc on va voir comment on active nos services. On a déjà vu ça dans la formation RH 124 si vous l'avez visionné. Et on lancera l'installation d'un client de type PXE, voir comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce que PXE? Ça veut dire tout simplement Pre-Boot Execution Environment. Alors ça fournit donc un environnement de démarrage de station de travail par le réseau. Ça ne fournit pas uniquement le démarrage de station, mais ça permet également d'installer des machines de différents OS. Alors quand j'entends différents OS, PXE, il va être capable de démarrer par exemple différents types de Linux ou pourquoi pas démarrer du Microsoft. Alors comment ça fonctionne PXE? L'amorçage va s'effectuer en plusieurs étapes. Alors dans un premier temps, la machine qu'on souhaite installer va rechercher tout simplement une adresse IP sur le réseau lorsqu'on va démarrer notre machine. Vous l'avez peut-être déjà vu ça, lorsqu'en fait votre boot ou disque boot ou lorsqu'il ne trouve pas de boot local, il lance ce qu'on appelle en fait tout simplement la recherche d'une adresse IP via DHCP. Il récupère son adresse IP et la machine va rechercher un fichier amorcé qui s'appelle PXE Linux.0. Alors ce fichier, c'est un petit programme qui va tout simplement lire un fichier configuration, puis nous afficher un prompt pour qu'on puisse utiliser ou choisir l'OS qu'on souhaite soit installer ou soit charger sur la machine. Ce fichier va alors en TFTP télécharger un fichier qui s'appelle PXE Linux ou PXE Linux /défaut. C'est tout simplement ici le menu qui va être affiché pour qu'on puisse installer l'OS. Donc une petite image rapide. Voilà la petite image, vous la connaissez peut-être déjà. Donc tout simplement un menu de démarrage pour pouvoir installer nos OS. Donc voilà en quoi va consister notre serveur PXE. Donc offrir une adresse IP, un amorçage de type PXE, un menu pour pouvoir installer notre OS et l'installation bien sûr du système d'exploitation. Donc pour ce faire, on va utiliser, donc comme je vous disais, plusieurs produits que sont DNSMask, SysLinux, ainsi de suite. Donc on va aller faire le tour et on va tous les configurer. Donc on va commencer par DNSMask, qui est lui un petit outil qui va nous offrir des fonctionnalités de serveur DHCP et de cache DNS. Alors c'est un petit outil, c'est assez simple à mettre en place, c'est assez rapide, c'est pour ça qu'on l'utilise, à part si on a déjà un serveur DHCP sur son réseau. Alors donc DNSMask va nous permettre d'attribuer des adresses IP et l'accès donc au serveur de type PXE bien sûr. Donc pour ce faire, on va installer le produit. Donc rien de plus simple, yum install DNSMask et on va configurer notre serveur. Ok, alors allons voir ce que ça donne directement plutôt que je vous décrive tout ça ici. Donc nous voilà sur notre serveur, je vais donc installer tout simplement DNSMask comme ceci. Hop, et c'est parti. Donc je mets une petite pause et on se retrouve juste après. Donc voilà, notre DNSMask est installé. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire une copie du fichier de configuration. Donc il s'appelle .conf et je vais l'amener, pas ici, mais je vais l'amener dans etc dsmask.conf.origi par exemple. Comme ceci. Et je vais ouvrir donc
mon fichier dnsmask.conf. Ah, ce que je vais faire, j'aurais dû faire un petit, pas un CP, mais un petit MV. Ok, donc on va faire un petit MV comme ceci, un petit MV plutôt. Voilà, c'est fait. Comme ça, celui-ci est vide. Alors maintenant, je vais faire tout simplement un copier-coller de ce que j'ai besoin. Alors, ici, on va lui indiquer tout simplement l'interface d'écoute. Mon interface réseau. Le nom de domaine sur lequel on veut fonctionner, ici, domaine, et ici, ce qu'on appelle l'étendue DHCP, c'est-à-dire le range DHCP. Donc on lui précise la carte et la partie d'où on commence et jusqu'où on s'arrête avec le masque sous réseau. Donc ici, à partir de la 1.110 jusqu'à la 253, avec un masque de 24 bits, avec un temps dessus. On va lui proposer également ce qu'on appelle une passerelle, donc on aura DH option égale un chiffre, ici, alors le chiffre, il correspond tout simplement à un type d'option. 3, c'est pour indiquer les passerelles. 10, c'est tout simplement pour préciser un serveur DNS. Donc là, on va lui indiquer les serveurs DNS, on peut mettre plein de choses comme ça, ici, au niveau des options, on a pas mal d'options disponibles. On peut indiquer par exemple un time to lave, un TTL, on peut indiquer également une adresse de broadcast, donc on a pas mal d'options qu'on peut mettre en place. Donc on lui indique tout simplement nos serveurs DNS au besoin et ce qu'on appelle la configuration de PXE, c'est-à-dire le DHCP boot. D'accord, il va aller chercher un fichier qui s'appelle pxe.linux, pxelinux.0 et ce sur un serveur PXE server avec l'adresse IP du serveur correspondante, donc le 100. Donc moi mon serveur c'est pas le 100, donc je vais le modifier, hop, comme ceci, et comme cela, c'est le 10. J'enregistre ça. Et après, je vais proposer donc un prompt. Ça va me permettre donc d'offrir une adresse IP au client qui se connecte sur ce serveur. Il va récupérer donc un fichier PXE linux.0 qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle un prompt. Ce prompt va nous proposer de créer un menu, et dans ce menu, je vais lui indiquer tout simplement, je souhaite installer par exemple une Red Hat à partir du serveur 1.2, alors on va pas mettre 1.2 mais on va mettre 1.10, comme ceci, ou presque comme cela. Voilà, hop, c'est mieux. Bon, c'est informatif donc c'est pas important, et on va lui dire de type PXE. Donc il va aller récupérer dans le fichier, le répertoire varlib tftboot, un fichier qui va trouver, qui va s'appeler, alors on n'a pas besoin de le noter ici, mais il va s'appeler pxelinux.cfg. C'est un répertoire dans lequel on va trouver un fichier qui s'appelle défaut. Et ce fichier, en fait, il va contenir tout simplement, alors ici c'est Linux, bien sûr, .cfg comme ceci, et on fait ça proprement, défaut, qui va tout simplement offrir un menu. Ok, donc voilà la configuration du DNS mask, dans lequel on met tout simplement le range DHCP et des options, et surtout le boot pxelinux, donc l'exécutable .0 et le menu. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ici spécifier enable TFTP pour qu'il fasse ça en trivial TFTP et non pas en trivel. Ok, je ferme mon fichier. Voilà. J'ai fait ma configuration. Ce que je peux faire maintenant, c'est un système CTL, enable. Je vais activer, comme ceci, DNS mask. Voilà, c'est parti. Alors, on a indiqué ou spécifié des informations à DNS mask, comme par exemple le fichier pxelinux.0, exécutable. Des informations TFTP, donc il va falloir mettre tout ça en place, et donc on va installer un produit qui s'appelle SysLinux, qui lui est un chargeur de démarrage pour Linux. Alors si vous avez déjà installé des Linux, et j'imagine que vous en avez installé quelques-uns, on voit toujours au démarrage, lorsqu'on démarre par exemple sur une clé USB ou même sur un CD, si je dis pas de bêtises, SysLinux, ainsi de suite, et il nous offre un menu. Donc SysLinux, c'est un chargeur de démarrage qui va être utilisé pour les installations, donc soit USB, DVD, par le réseau, mais également PXE. Donc il va nous offrir un certain nombre d'exécutables et des fichiers de configuration pour pouvoir installer ou démarrer, on va dire, l'installation de nos OS. En l'occurrence Linux. Donc on va installer le produit et on va aller faire un petit tour, voir ce qu'il y a dans USR Share SysLinux. On installe tout ça.
Donc même principe, you m'installe comme ceci, -y, et j'installe syslinux, qui est probablement peut-être déjà installé sur ma machine. Donc je lance son installation, il me dit qu'il est bien installé. Je fais donc un petit ls dans usr share, comme ceci plutôt, syslinux, hop, voilà. Et là on voit plein de petits fichiers. Plein de fichiers qui vont nous intéresser, par exemple le menu C32, mais surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est le PXE Linux.0. Donc on va devoir copier, on n'est pas obligé de copier tout ça, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça, mais on va devoir copier le contenu de ce répertoire, tout simplement, dans un serveur TFTP. Parce que si on regarde le fichier etc dnsmasq.conf, il nous dit, ça se trouve dans var lib tftp, c'est là que tu vas trouver tous tes fichiers, syslinux, ainsi de suite, à installer. Ok. Donc on va aller installer tout ça, et mettre tout ça en place. Il faut mettre ça dans un serveur TFTP, donc on va faire un yum install de quoi -y de tftp, tftp serveur, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci, et je lance tout ça. Donc il me dit qu'il va être installé, et il va installer également un petit truc qui va m'intéresser, qui s'appelle xinetd, ici. Alors xinetd, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le super serveur internet, on va dire. C'est un serveur qui va s'occuper, en fait, d'activer ou pas d'activer le TFTP. Donc ça veut dire que, au préalable, je vais devoir configurer mon etc xinetd.conf, ou .d plutôt, et dedans je vais trouver normalement TFTP ici. Voilà. Mon TFTP que je vais tout simplement activer. On voit ici, il est disable. Donc en fait le xinetd, lorsque je me connecte en TFTP, c'est xinetd qui s'occupe de lancer le serveur TFTP. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut mettre pas mal d'options sur le serveur. Par exemple comme le disable, le port, ainsi de suite, des users, des heures également de connexion. Ok, hop, je fais ça, je fais un petit restart comme ceci, et je vais redémarrer le xinetd, si je dois le redémarrer, voilà, c'est fait. Ok, donc maintenant, mon TFTP est installé, je vais copier quoi? Hop, je vais faire un petit nettoyage d'écran. Mon fameux usr share syslinux, donc le répertoire syslinux, donc je vais tout copier, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre ça dans var lib tftp, tftp boot en l'occurrence. C'est parti. Oh, je vais mettre direct dos utile, là, je vais tout mettre pour que ce soit propre. J'ai pas besoin de ça, mais bon, c'est pas grave, je le mets. Ok. Si je fais oui à chaque fois, ça va être un peu long. Ok, n'importe comment, il n'a pas besoin de tout ça, donc c'est pas grave. Allez, je regarde donc mon var lib tftp, comme ceci, et dedans, je vais trouver mon fameux fichier pxe linux.0, dont je vais avoir besoin pour l'installation. Ce fichier pxe linux.0, il va nous amener dans un répertoire qui s'appelle, donc, comme ceci, pxe linux.cfg. Dans ce répertoire, je vais faire un petit VI, et on va créer un fichier qui s'appelle défaut, comme ça. Et dans ce fichier, en fait, on va tout simplement lui mettre qu'on souhaite démarrer. Ok, donc je vais faire un petit copier-coller, ça va aller tout petit peu plus vite. Ok, on va faire comme ça. Alors, dans menu non, j'ai oublié les petits morceaux, c'est pas terrible. Ok, on va aller tout en haut. Et on va copier ça, c'est pas bon. On va peut-être y arriver. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ce menu C32? Ce menu C32, c'est tout simplement la page bleue qui nous met où on peut avoir le choix dedans. Donc, c'est un petit utilitaire qui nous offre donc un menu graphique qu'on peut utiliser donc forcément avec des flèches. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire là-dedans? Donc, on lui dit de démarrer un menu et de mettre un menu à l'intérieur, un titre. Alors, on va lui dire le label numéro 1, menu label, et on met donc l'accent circonflexe et un petit 1 comme ceci. Donc, si j'ai un autre menu, un menu label, j'aurai ici accent circonflexe 2 avec le label numéro 2. Donc, je vais dire, je veux que tu installes par exemple Red Hat à partir, pas du dépôt local, mais
d'un FTP repo, comme ceci. Je vais lui indiquer un répertoire, ici, et également le noyau à démarrer. On va lui ajouter l'unitRD et on va lui donner la méthode. La méthode, c'est tu vas chercher ça dans un FTP qui est 192.168.1.10. Dans le répertoire pub, tu vas trouver ce qu'il faut installer et tu mets pas de devfs, tout simplement. Donc voilà, j'ai créé un fichier. Donc si je voulais avoir plusieurs OS à installer, hop, je vais faire comme ça, voilà. Je copierai ces 4 lignes, comme ceci, voilà, elles sont copiées. Et je mettrai un nouveau menu, je vais pas mettre ça, menu title, voilà, label 2, comme ceci, label 2, et je vais dire par exemple, bon, pour là, allez, on va dire la 7.1 par exemple, ou la 7.2. Donc on ajoute la 7.2 comme ça, ok, en 64 bits, à partir toujours du FTP, et on supposerait que, ben non, pas ici, on va faire ça comme ça, et on ajouterait 7.2 là, 7.2 ici, et il n'y a pas besoin, après, dans le pub, de lui indiquer exactement ce qu'on veut. Il va trouver ça tout seul après. Ok. Donc on valide tout ça. Et là donc, on a installé notre DNS mask, il est configuré. Donc on a du DHCP. On a configuré notre PXE. Maintenant on va devoir copier nos images. Quelles images qu'on va devoir mettre en place? Ben, les fameuses RHEL7 VM Linux. Donc on va devoir créer un répertoire RHEL7. Je vais le copier comme cela plutôt. Je fais donc un petit mkdir de quoi? De TFTP RHEL7, dans lequel on va mettre quoi? On va mettre le noyau, parce qu'on en a besoin, et l'unitRD. Et après, on va configurer notre FTP pour pouvoir tout simplement l'utiliser. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut monter CD Red Hat. Donc, je vais le monter. Donc, je peux faire un mount, comme ceci, de dev SR0 sur MNT par exemple, et de tirer au loop, comme ceci. Loop, pourquoi? Parce que c'est un fichier ISO. Alors je peux mettre dev cd-rom, ça marchait aussi, hein, comme ceci. Ok, donc dans mon LSMNT, ici, j'ai tout ce que j'ai besoin. Ok, donc quoi? Ici, dans le répertoire image, donc je vais rentrer dans le répertoire image, comme ceci. Et là, je fais un petit ls dessus et un petit nettoyage d'écran. Un petit ls, et là, je vois pxboot, ici. Pxboot, c'est là que je vais trouver, donc, un ls, pxboot, comme ci, le initRD et mon VM Linux. Donc, je vais aller les copier, et où je vais les copier? Je vais faire un mkdir déjà, si je ne l'ai pas fait. Alors, je vais faire, hop, un petit cd var lib TFTP comme ceci, hop, TFTP boot, super. Un mkdir RHEL7 comme ceci. Ah ben c'est bon, il existait. Et maintenant je vais faire un CP. Je vais copier quoi? Je vais copier de MNT, image, PX boot. Je vais prendre mon VM Linux et je vais le mettre où? Dans RHEL7. Comme ceci. Et je vais faire la même chose avec mon initRD. Non, on va faire comme ça plutôt. Voilà. InitRD. Ok, je les ai copiés. Donc si je fais un petit cat sur PXE Linux CFG défaut, je vois ici donc mon RHEL7 VM Linux et mon RHEL7 initRD. Et donc après on va lui dire faut que tu mettes ça dans un répertoire et sur un serveur FTP. Ok. Donc on va devoir installer un serveur FTP. Je sors de là, je fais un petit nettoyage, hop, je fais un petit CD, et je vais donc installer quoi? Yum install vsftpd, comme ceci. Ok. On va peut-être déjà installé. Voilà, c'est parti, il n'est pas installé. Ok, l'installation s'effectue correctement, avec succès, c'est parfait. Ok, donc maintenant, je vais tout simplement faire un CP de quoi?
de tout ce que je trouve dans MNT, comme ceci, et je vais l'amener dans var FTP pub. Et c'est parti. Ok, donc je mets une petite pause le temps que ça se passe. Je vais faire un petit sage mode, comme ceci, 644, sur mon var FTP pub-r majuscule. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir activer mes services. Alors les services, donc système, comme ceci. Alors système, oh là là, système CTL. Voilà, on y arrive. Alors je vais faire un start de quoi? De DNS mask, comme ceci. Voilà, c'est fait. Donc je peux aller faire un petit tour pour, pourquoi pas, aller voir son statut. Donc, ah, j'ai un petit problème dessus. Fail to bind DHCP server. Il me dit que c'est déjà en utilisation. Alors effectivement, si je fais un petit if config, je vois ici le virm br0. Et si je fais un petit ps aux et je fais un petit grep dessus sur DNS mask, comme ceci, je vois qu'il est utilisé déjà, effectivement, chargé par quoi? Par varlib libvirt, qui lui utilise DNS mask également pour fournir des adresses DHCP aux machines virtuelles. Donc, ce que je vais faire un système CTL, tout simplement, un disable libvirt, comme ceci. Ok, et je vais le stopper. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir peut-être faire mon restart tranquillement. Donc de mon DNS mask service, et on va aller voir le statut comme ceci. Il est toujours en utilisation. Donc ce que je vais faire, je vais désactiver tout simplement mon tif config ici, correct. Je vais désactiver ça et je reviens vous voir. Alors, je vais refaire mon tif config. Voilà, j'ai plus de libvirt. Je fais donc mon système CTL restart et je vais redémarrer DNS mask comme ceci, et on va aller voir son statut. Cette fois, ça devrait être beaucoup mieux. Ok, on voit qu'il a bien chargé l'interface. Il ignore le name server, il ne fait pas attention, mais il est actif et effectivement, je peux faire un petit tail dans var log message, et là je le vois bien. Name server, ignoring name server celui-là, ainsi de suite, local interface. Donc apparemment c'est bon, il est activé. On va également activer et démarrer donc le serveur FTP, donc qui s'appelle VSFTP, VSFTPD ou FTP tout simplement, FTPD comme ceci, et on va aller l'activer, hop, ou le démarrer plutôt, comme ceci. Ok, ça a l'air propre, on va aller tester notre serveur FTP. Donc si je fais un petit if config, je regarde mon adresse IP, 192, ainsi de suite, et je vais donc tout simplement me connecter dessus. Et nous voilà donc sur notre serveur FTP 1.10, dans pub. Ah, je manque un petit peu de droit dessus, alors si je manque de droit dessus, ça va être un peu compliqué, donc je vais bien poser mes dents. Ok, c'est beaucoup mieux comme ça, donc on peut bien monter dedans, donc en anonyme, je vais pouvoir me connecter sur mon FTP. Ok, donc on a notre FTP, notre DNS mask qui ont l'air de fonctionner. Maintenant, on va tout simplement lancer un client pour pouvoir lancer notre installation. Donc, alors dans mon terminal derrière, j'ai mis un tail-varlog message, comme ça je vais voir les messages. Je l'avais testé, donc je vois un premier message déjà qui est passé, donc avec une offre DHCP. Donc ici j'ai ma machine, je vais lui demander de redémarrer. J'appuie sur F12, je vais démarrer en type LAN. Hop, -L, on voit ici, hop, il est en train de demander l'adresse DHCP, il doit fournir l'adresse DHCP avec sa gateway, et ici on voit l'adresse qui a été fournie. Donc il me demande ici après de taper sur F8, je tape sur F8 pour avoir le menu. Voilà, il me dit tu peux installer Red Hat à partir de telle machine. Je fais d'accord, c'est parti. Et donc, hop, voilà, je vais descendre, j'ai bouché un tout petit peu, comme ça, ça marche mieux. Ici, on peut voir si je récupère ma souris, hop, voilà, ma souris est là. Et on peut voir ici derrière ce qui s'est passé. Alors j'ai eu une petite erreur,
Il a réussi à l'envoyer. Il me dit qu'il n'a pas trouvé ce qu'il avait. Donc, il prend le fichier par défaut. Ça part. Il charge le menu C32. Et si je regarde mon menu C32, c'est ce que j'ai ici devant moi. Et donc, on voit les deux labels que j'avais notés. Et donc, pour le 7.2, par exemple, et la 7, je valide. Et là, il charge tout simplement les fichiers dont il a besoin, c'est-à-dire le noyau et le initrd en dessous. Donc on voit le chargement de l'OS, le chargement du noyau, l'initrd, tout ça, et il va nous faire notre installation. Donc après ça va être à nous, tout simplement, on voit qu'il y a un hack, un DHCP qui a été refait. Et donc il va télécharger tous les fichiers, il va lancer son installation comme normal. Donc voilà, on a notre installation, donc classique, on va pouvoir effectuer notre installation normale, tout à fait classique. Voilà donc ce qu'on a couvert. Donc dans cette vidéo, on a fait une petite introduction au serveur PXE. Donc on sait maintenant ce que c'est PXE, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et on a fait la configuration du serveur Red Hat pour offrir donc un serveur de type PXE pour plus ou moins automatiser ou offrir un serveur d'installation pour nos machines serveurs. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir ce qu'on appelle le Kickstart, qui va nous permettre d'automatiser l'installation. Donc là, on n'aura pratiquement plus rien à faire, juste à valider à l'introduction au PXE lors du démarrage de la machine, quelle version de Red Hat on installe, et après, ça partira tout seul avec le fichier Kickstart. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorn.com.